bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravi déjà d'accueillir toutes les personnes qui sont inscrites à ce quatrième webinaire de la Société française d'exobiologie. On en a déjà eu 3, un consacré au virus, les virus sont-ils vivants, un consacré au climat des exoplanètes, et un consacré à l'origine de l'eau sur la Terre, donné respectivement par Purification Lopez Garcia, Martin Turbet et Laurette Piani. Et cette fois-ci, je suis très heureux d'accueillir Sylvia Ekström, qui est astrophysicienne au département d'astronomie de l'Université de Genève, et donc qui est spécialisée de physique stellaire, mais aussi de questions autour de la communication, des sciences et de l'astronomie envers le grand public. Et donc, Sylvia a récemment écrit un ouvrage qui s'appelle « Nous ne vivrons pas sur Mars et ailleurs ». Et on en a discuté lors d'un conseil d'administration de la Société française d'exobiologie. C'est Louis Dandecourt qui l'avait lu et qui nous en a dit beaucoup de bien. Et en réfléchissant, on s'est dit, c'était peut-être éloigné d'une certaine manière des questions traditionnelles de la Société française d'exobiologie. Et puis, finalement, pas tant que ça, parce que l'habitabilité est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'exobiologie, la possibilité que la vie puisse se développer, se maintenir ailleurs. Et finalement, l'habitabilité aussi pour l'homme et toutes les questions, les rêves ou les fantasmes d'aller vivre sur une autre planète qui sont très prégnants dans la science-fiction et dans notre imaginaire. sont des questions qui peuvent être aussi abordées sur le plan scientifique. Et on s'est dit que Sylvia avait fait amorcé une belle réflexion à ce sujet. Donc, je vais passer la parole à Sylvia en te remerciant une nouvelle fois. Et moi, je vais disparaître. Pour les questions, vous pourrez les poser dans le chat ou demander la parole si vous voulez la prendre directement. Et alors, il faut que je trouve comment disparaître. Voilà. Je vous remercie et je remercie Sylvia. À tout à l'heure. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran et on t'entend. Voilà. Magnifique. D'abord, j'aimerais vraiment vous remercier très chaleureusement de m'avoir invité pour ce webinaire. C'est vrai que je pense que ça ne va pas être du tout du même acabit, on va dire, que ce que vous avez eu droit jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'effectivement, comme l'a dit Hervé, il y a des réflexions à faire quand on s'intéresse à la vie dans l'univers et l'habitabilité est un point essentiel. Et je pense que l'exemple que nous offre Mars est tout à fait frappant et surtout, il y a un énorme travail à faire pour essayer de remettre un petit peu de bon sens dans le discours. C'est ce qu'on a essayé de faire avec ce livre que j'ai écrit, donc coécrit avec mon mari. Je précise que mon mari est celui qui a vraiment rédigé ce livre. D'ailleurs, il faut vraiment lui rendre hommage à ce niveau-là. Il n'a pas juste fait les graphiques, il a vraiment tout écrit sur un travail qu'on a vraiment creusé ensemble. Et voilà, donc je vais me permettre de vous présenter un peu les réflexions que nous avons développées dans ce livre. Voilà. Donc effectivement, on est allé sur la Lune et pourquoi pas plus loin. La science-fiction nous y emmène régulièrement et ça a l'air d'être plus ou moins facile à faire. En tout cas, c'est pas remis en question. Et cette science-fiction nous met des images en fait dans la tête qui sont très fortes et qui travaillent beaucoup sur notre inconscient et qui nous donnent l'impression que oui, que Mars, c'est juste un peu plus loin que la Lune, mais que finalement, comme on a pu aller sur la Lune, il n'y a aucun problème pour aller sur Mars. Et il nous semble, à Xavier et moi, et à beaucoup d'autres d'ailleurs, que la question est beaucoup plus compliquée que ça. Déjà, simplement, la Lune, c'est un petit corps qui tourne autour de la Terre, donc elle est à une distance fixe, elle est beaucoup plus proche de la Terre. Et surtout, justement, cette distance fixe qui fait qu'en 4 jours, on y va, on peut partir n'importe quand pour aller sur la Lune, plus ou moins. Et donc, il n'y a pas de limitation à ce niveau-là.
Et puis, en cas de pépin, on est à 4 jours de distance. C'est un temps relativement raisonnable en cas d'urgence médicale, par exemple. Ça ne pose pas, en principe, pas de problème majeur. Quand on parle de Mars, évidemment, c'est très différent. Mars et la Terre tournent toutes les deux autour du Soleil à des vitesses différentes. Et donc, elles sont en configuration favorable pour un transit de l'une à l'autre que chaque 26 mois. Et puis, il faut imaginer qu'une fois qu'on est sur Mars, on va avoir un décalage radio avec la Terre. Donc, les communications vont être décalées jusqu'à 22 minutes de décalage, donc 44 allers-retours. Et on a, une fois tous les 26 mois, on a 2 semaines de blackout quand Mars et la Terre sont exactement à l'opposé du Soleil l'une l'autre. Et donc, les communications ne vont pas passer du tout. C'est évidemment un voyage beaucoup plus compliqué. Ce qui est utilisé habituellement, c'est ce qu'on appelle une orbite de Hohmann. Donc, on va faire une espèce d'orbite elliptique qui va partir de la Terre et arriver sur Mars de manière elliptique. Il faut bien imaginer que rien ne peut voyager en ligne droite dans l'univers. Donc, on ne va pas faire juste Terre-Mars en ligne droite. Le Soleil est une masse importante qui courbe toutes les trajectoires et donc on ne peut pas en faire abstraction. Et ça implique donc un voyage courbe. Et en plus, ce sont des longs voyages avec des nécessités de carburant assez importants à l'arrivée, en tout cas. Et donc, ça demande d'économiser le carburant le plus possible. Donc, on va utiliser justement des courbes de transfert qui soient les plus économes en carburant possible. Si on compare un petit peu le voyage Terre-Lune et le voyage Terre-Mars, le voyage Terre-Lune, c'est un peu comme si on essayait de traverser la Manche à la nage, hein, d'accord? C'est un joli défi, mais enfin, c'est possible, il y a des gens qui le font. Et le voyage Terre-Mars, ce serait plutôt traverser l'Atlantique à la nage, tout seul, sans assistance. Et on voit que c'est vraiment un tout autre ordre de grandeur, en fait, de défi qui est du coup nécessaire d'affronter. La NASA identifie 3 types de voyages et de séjours. On a le court séjour où en fait on va vraiment faire un premier transit et puis rester très peu de temps, à peu près 1 mois sur Mars et repartir directement pour ne pas perdre trop de temps et garder une configuration à peu près favorable. Mais ça signifie que le voyage du retour va devoir être fait avec une fronde gravitationnelle sur Vénus, autour de Vénus, et ça rallonge énormément le temps de voyage, en fait. De toute façon, le voyage est très rallongé, donc comme on le verra, c'est les voyages qui sont les plus dangereux pour les astronautes, et donc c'est vrai que ça semble peu intéressant pour une mission habitée, d'autant plus que, voilà, en 1 mois, est-ce que vraiment on arrive à faire tout ce qu'on doit faire là-bas? Donc c'est une option, mais qui n'est pas tellement retenue. Il y a l'option long séjour avec basse énergie de voyage. Donc, où effectivement, on utilise ces transferts de Hohmann qui font presque un demi-tour autour du Soleil, pas tout à fait, et qui implique du coup qu'on reste sur Mars à peu près 18 mois. Et donc, ça veut dire un ensemble d'à peu près 30 mois de voyage, 2 ans et demi en tout de mission. Et puis, il y a la version long séjour, mais avec un transit rapide qui va demander évidemment une injection de fuel, en fait, des corrections de trajectoire assez drastiques et qui, de nouveau, là, nous laisse beaucoup de temps sur place, même encore plus de temps sur place que le long séjour basse énergie. Mais de nouveau, on est dans des séjours d'à peu près 2 ans et demi dans tous les cas. Maintenant, on entend parler par la NASA d'une option qui serait de commencer par simplement envoyer des astronautes tourner autour de Mars quelques orbites et ensuite rentrer, ce qui me semble assez étonnant quand on sait que c'est vraiment le séjour en apesanteur qui est le plus dangereux pour les astronautes. Mais voilà, on a fait ça pour la Lune et vraisemblablement, ils envisagent éventuellement de remettre ça pour Mars, ce qui est un peu étonnant. Je pense que quitte à y aller, il vaut mieux se poser et puis passer du temps dessus. Mais on va rediscuter de tout ça un peu après. Prenons 2 êtres humains typiques, un couple de voyageurs galactiques qu'on connaît bien, Patrice et Alban, d'après Alexandre Astier, qui ont donc un organisme qui a été vraiment façonné par la Terre. Ce sont des organismes qui ont évolué dans un champ gravitationnel de 1G et qui donc fonctionnent parfaitement bien dans cet environnement avec une atmosphère d'à peu près 1000 hectopascales.
et donc qui sont vraiment physiologiquement adaptés pour la gravitation terrestre. Si on les met dans l'espace, le premier problème qui existe, c'est que voilà, on n'a plus de gravité quand on est dans l'espace, et on va voir que rien que cet aspect-là va entraîner énormément de problèmes au niveau physiologique. Là, évidemment, leur tenue de voyage n'est pas tout à fait adaptée non plus à l'espace, puisque non seulement on n'a plus de gravité, mais on n'a plus non plus de pression. Et donc, a priori, l'eau dans leurs cellules va se mettre à bouillir. Et voilà, donc il faut évidemment les mettre dans des combinaisons pressurisées pour qu'ils restent vivants. Mais même en admettant qu'on a une bonne pression et que donc la physiologie des corps peut continuer normalement, la microgravité va vraiment déclencher toutes sortes de problèmes. Le tout premier problème qu'on peut identifier, c'est la perturbation de l'oreille interne. C'est un problème qu'on connaît sur Terre aussi parfois, hein, le mal des voyages, typiquement. Alors là, c'est un espèce de super mal des voyages, puisqu'il n'y a plus de gravité pour presser les petits cristaux sur notre oreille interne. Et on sait que certains astronautes sont plus sensibles que d'autres. En l'occurrence, c'est un problème qui arrive aussi bien quand on décolle, enfin quand on arrive en apesanteur, que quand on revient sur Terre après des mois d'apesanteur. Et là, on a une image de l'astronaute canadien David Saint-Jacques, qui était de retour de 6 mois sur l'ISS et qui commentait que « Gravity is not my friend », la gravité n'est vraiment pas mon ami. Et il a mis vraiment du temps à se remettre et à plus être complètement malade et à arriver à tenir debout tout seul. Là, on voit qu'il est obligé d'être bien agrippé par des assistants. Ça, c'est un problème qui peut être tout à fait très gênant, hein, puisqu'on ne tient plus debout et on est malade. Mais en principe, la récupération est assez rapide. Le corps s'habitue en 1 à 3 jours. Donc, ça pose a priori pas un problème insurmontable. Mais disons, il va falloir tenir compte de ça, sachant que nos astronautes, quand ils arriveront sur Mars, s'ils y arrivent, n'auront pas de comité d'accueil. Et donc, il n'y aura personne pour les soutenir et les faire tenir debout. Le deuxième problème majeur, c'est qu'en fait, tout notre système circulatoire est fait pour compenser la gravité terrestre. Et donc, on a un pompage maximal du bas du corps vers le haut du corps. Et donc, quand on est en apesanteur, il n'y a aucune raison que ce pompage change, parce que notre corps, il a évolué comme ça, et la dynamique de nos artères est faite pour compenser une gravité qui, quand elle n'existe plus, évidemment, fait un excès de volume dans le haut du corps, de volume sanguin dans le haut du corps et de tous les fluides. Il y a à peu près 2 litres d'excès vers le haut du corps, tellement le pompage est efficace. Et bien qu'on ait une diminution globale du volume circulant sanguin dans le corps humain, quand on est en apesanteur, eh bien, malgré ça, on a un excès majeur dans le haut du corps. On voit d'ailleurs les astronautes, hein, ils ont souvent le visage très gonflé, un peu poupin comme ça, à cause de cet excès de liquide dans le haut du corps. Le sang circule moins fort, moins vite, il a tendance à stagner un petit peu dans le haut du corps, justement, donc ça augmente énormément les risques de thrombose. Et il y a un problème majeur qui vient du fait de cette augmentation de volume circulant dans la tête, en fait, qui est une vision floue ou des vrais problèmes oculaires, et aussi des troubles cognitifs, parce qu'évidemment, il faut que le cerveau s'habitue à une plus grande pression, et il met quelque temps à s'habituer. Ce genre de choses, évidemment, dès qu'on revient sur Terre, revient dans l'ordre, puisque le système sanguin retrouve la gravité normale et donc tout rentre dans l'ordre. Mais à la gravité de Mars, qui n'est que 40% en fait de la gravité terrestre, on ne sait pas à quel point il n'y aura pas quand même encore un tout petit peu de ces problèmes. On retrouve une flèche de gravité, mais néanmoins, est-ce qu'elle est suffisante pour que tous les troubles s'en aillent en fait et que nos astronautes soient de nouveau en bon état? Bon, ça, on ne le sait pas. Le fait qu'on soit en apesanteur, ça fait aussi un affaiblissement, un arrondissement du cœur. Il a moins besoin de pomper et donc il s'affaiblit. Et ça, évidemment, de nouveau, il faut le remuscler une fois qu'on est de retour sur Terre, ou en tout cas dans un centre de gravité. Et un autre problème qui existe, c'est que le fait qu'il y ait cet excès de volume dans le haut du corps va faire une dilatation et une rigidification des artères.
à la fois les deux. Et on peut noter que les astronautes ont un espèce de vieillissement de leur carotide d'à peu près 10 à 20 ans en 6 mois, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Un autre problème majeur, c'est que nos os n'étant plus soumis à la force de la gravité, de nouveau, c'est une tension qui les maintient solides, en fait, curieusement. Et donc, on observe une perte de masse osseuse qui est assez importante, puisqu'elle correspond en un mois à peu près à ce qu'une femme ménopausée perd en un an. Et on sait qu'ils récupèrent, après 9 mois sur Terre, ils ont récupéré à peu près 50%, et si on attend plus longtemps, ils ont récupéré plus, mais ils ont récupéré de la masse osseuse, mais on n'est pas sûr de la récupération, de la solidité des os récupérés après ce genre d'expérience. Un autre aspect, toujours dans le système squelettique, c'est une dégradation des cartilages. On note que les cartilages s'abîment, se durcissent, et donc il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des problèmes de cartilage. Donc. Et en plus, on a aussi une perte de masse musculaire, puisque on circule beaucoup plus facilement en apesanteur que sur Terre, donc on n'a pas cette tension constante des muscles. Et donc, on observe une perte de masse musculaire. Un autre aspect qui a été identifié comme problème pour les astronautes, c'est ce qu'on appelle l'anémie spatiale, qui n'est pas flagrante quand on fait des mesures sur l'ISS, par exemple, puisqu'il y a une diminution globale du volume circulant, et donc la diminution de l'hémoglobine passe inaperçue, la proportion reste toujours pareille. En revanche, elle devient très frappante quand les astronautes redescendent sur Terre, où là, tout d'un coup, on peut avoir une anémie plus ou moins grave, et qui dépend très fortement de la durée de la mission. Et donc là, je vous présente une figure qui est extraite d'une étude par Trudel et al. 2020, où on voit la courbe bleue, bleu clair, c'est une courbe théorique, c'est une espèce d'extrapolation en imaginant une mission de 3 ans sur Mars. Quel effet ça aurait en fait sur l'hémoglobine des astronautes. On voit que les hommes et les femmes ne sont pas du tout égaux, malheureusement, dans ce genre de choses. Les femmes perdent beaucoup plus d'hémoglobine en apesanteur. Il y a toutes sortes de perturbations métaboliques qui ont été identifiées, un changement du microbiote intestinal, on sait à quel point c'est important, et on observe aussi une résistance à l'insuline, on observe une diminution de l'immunité générale, et puis une espèce d'état inflammatoire généralisé qui a été identifié, et qui sont tous des problèmes qui, en principe, redeviennent tout à fait normaux assez rapidement une fois qu'on est redescendu sous gravité, en fait, mais voilà, qui peuvent gâcher un peu le séjour en apesanteur, on va dire. Le deuxième gros problème qu'on rencontre quand on est dans l'espace, c'est évidemment le rayonnement. La Terre a cette double protection de l'atmosphère et du champ magnétique qui lui permet de nous protéger des radiations de l'espace. Ces radiations, ce sont essentiellement le rayonnement solaire, UV, X et gamma, qui sont évidemment pas du tout recommandés pour des êtres vivants. Et puis aussi les particules chargées du vent solaire et les rayons cosmiques qui, eux, peuvent venir de beaucoup plus loin que juste le Soleil. Et donc, ces radiations-là, une fois qu'on est en train de voyager sur Mars, pour aller sur Mars, par exemple, on va être beaucoup plus fragile face à ces radiations. On va en recevoir une beaucoup plus grande dose. Donc là, je vous fais un petit résumé de l'exposition à laquelle on est soumis sur Terre. Sur Terre, on reçoit à peu près 2 millisieverts par an. Et je rappelle que l'équivalent, on va parler en équivalent de radio de thorax. La radio du thorax, c'est une imagerie médicale au rayon X relativement courante et peu irradiante, en fait, qui représente en 20 millisieverts par radio du thorax. Et donc, sur Terre, la radioactivité naturelle, en fait, de la roche terrestre nous soumet à 2 millisieverts par an, donc à peu près une radio tous les 3 jours. Et c'est une des raisons pour lesquelles on recommande de ne pas faire trop d'examens radiologiques et de scanners en temps normal. On essaie d'éviter d'en subir trop souvent parce que voilà, on a déjà une radioactivité terrestre naturelle. Sur l'ISS, il a été mesuré que les astronautes sont soumis à 80 à 160 millisieverts pour un séjour de 6 mois. Et donc ça correspond déjà à 22 à 44 radios par jour. Radio du thorax. Et là, on voit que voilà, c'est déjà beaucoup plus important. Mais l'ISS, elle est encore
sous la protection de la magnétosphère terrestre et sous une petite partie de l'atmosphère. Elle n'est pas complètement hors de l'atmosphère. Donc, il y a une toute petite protection atmosphérique et surtout, elle est complètement dans la magnétosphère. Donc, elle est bien protégée à ce niveau-là du gros de la radiation des rayons cosmiques. Durant le voyage pour aller sur Mars, on suppose qu'en 6 mois, ça va être en tout cas le double, une exposition à en tout cas 300 millisieverts. Et une fois sur Mars, alors évidemment sur Mars, on a de nouveau un peu une atmosphère qui peut nous protéger partiellement. Et donc, et en plus, la planète elle-même, en fait, nous protège de la radiation du Soleil quand il est de l'autre côté, pendant la nuit. Et donc, on va compter que pour 18 mois de séjour sur Mars, en admettant des habitations bien sécurisées, bien isolées des radiations, les astronautes subiraient à peu près 400 millisieverts de plus. Donc, 2 allers-retours, enfin un aller-retour et le séjour, ça va nous faire à peu près 1000 millisieverts, donc 1 sievert. Ça veut dire l'équivalent de 55 radios par jour pendant les 30 mois de la mission. Il faut noter que 1 sievert, c'est la limite maximale de radiation tolérée pour toute la carrière d'un astronaute. Pas une mission, mais vraiment toute la carrière. Il ne devrait pas dépasser ce taux-là. Les problèmes de la radiation, quels sont-ils? C'est essentiellement des dommages causés à l'ADN. Le rayonnement a une probabilité non nulle de perturber notre ADN. On observe surtout des translocations, des inversions aussi de gènes. On a toute une machinerie réparatoire qui est faite pour compenser en fait les problèmes de transcription, mais cette machinerie, elle puise dans les réserves, elle a besoin de beaucoup de vitamines et d'antioxydants pour être efficace. Donc, il faudrait que nos astronautes mangent des fruits frais, ce qui, dans l'espace et sur un long voyage vers Mars, est tout à fait impossible. Donc, on est obligé d'envisager des compléments et des soutiens pour essayer de limiter un petit peu les dégâts et de mettre cette machinerie réparatoire dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse limiter les dégâts en fait à notre ADN. Moins grave, mais moins profondément embêtant, mais qui peut être extrêmement embêtant, c'est des risques de cataracte. En fait, le cristallin est sensible à la radiation et donc on a un risque non nul de développer une cataracte dans l'espace. Et puis, quelque chose qui est identifié maintenant depuis quelques années, ce sont des dysfonctions cognitives qui sont tout à fait liées à la dose de radiation reçue, essentiellement la capacité d'organisation et la mémoire. Et on peut observer aussi des dépressions, des problèmes de dépression. Et ces problèmes-là sont d'autant plus importants qu'ils ont l'air de persister à long terme et de ne pas du tout revenir à la norme en fait, une fois qu'on est de nouveau à l'abri de la radiation. La NASA a lancé une étude, la Twin Study, où elle a bénéficié de 2 astronautes qui sont des vrais jumeaux, Mark et Scott Kelly. Et donc, Scott est parti passer 1 an sur l'ISS pendant que Mark restait sur Terre. Et ils ont étudié le fameux paradoxe des jumeaux d'Einstein, donc où on s'attend à ce que le jumeau dans l'espace, étant soumis à un beaucoup moins fort champ de gravité, vieillit moins vite. Et en fait, malheureusement, on s'est rendu compte que les problèmes liés à la microgravité et à la radiation quand même plus élevée dans l'ISS compense très largement ce bénéfice relativiste qui évidemment l'effet n'est pas du tout suffisant sur l'ISS, mais on aurait pu noter quelque chose du genre. Et donc, ils ont vraiment fait une recherche très exhaustive en profitant du fait que ces 2 personnes ont le même code génétique et le même âge, tout ça, les mêmes conditions physiques, puisqu'ils sont tous les 2 astronautes. Donc, ce sont 2 personnes relativement jeunes et qui ont subi un entraînement très sportif, le même genre d'alimentation et ce genre de choses. Donc, vraiment 2 personnes très, très comparables. Et puis, ils ont fait toutes sortes d'études sur ces 2 jumeaux avant le vol, pendant le vol à différents stades du vol, et aussi encore après, pendant en tout cas 1 an après, ils ont continué à suivre l'évolution de leurs paramètres biologiques. Et alors, les résultats qu'ils ont trouvés, ils les ont classés en fait en 3 types de risques. Il y a les résultats à bas risque. Donc, on voit que les perturbations des fonctions biologiques, effectivement, elles sont très liées
à la microgravité, mais on peut pallier avec différents soutiens médicamenteux ou comme ça, et ça se réadapte très vite une fois qu'on est retourné sur la gravité terrestre. Ils ont constaté une élongation des télomères, ce qui on pourrait imaginer que du coup, ah bah oui, donc il rajeunit bien dans l'espace, puisque c'est le raccourcissement des télomères qui signe le vieillissement de l'ADN. Et on ne sait pas trop en fait quel est l'effet que ça peut avoir, mais ça a l'air d'être, enfin ça n'a pas l'air de porter à grandes conséquences. Et puis la modification du microbiome a aussi été bien observée dans ces cas-là, mais de nouveau, ce n'est pas considéré comme quelque chose de très gênant. Ils ont une deuxième classe qui est le risque moyen ou inconnu, en fait, où on ne sait pas trop comment ça va, voilà, dans quelle catégorie on doit les classer. Et un élément, c'est la perturbation de la régulation du collagène. Donc, effectivement, tout ce qui régule les os, les articulations, mais aussi les vaisseaux sanguins. Donc, on voit une grande perte de collagène, en fait, dans les urines. La diminution du volume sanguin est aussi un risque relativement moyen. Et on sait que les astronautes ont tendance à ne pas boire beaucoup et il faut les stimuler pour qu'ils gardent un volume sanguin normal. Et puis, ce qu'on a pu observer, c'est que quand Scott est redescendu sur Terre, eh bien, il a expérimenté une perte de télomères et un raccourcissement très, très rapide des télomères qui s'étaient rallongés. Donc, visiblement, c'est quelque chose qui revient à la norme en gravité, mais c'était presque même accéléré, enfin, c'est-à-dire qu'il a même continué à perdre plus que son frère. Et donc, voilà, c'est de nouveau quelque chose qui demande à être un tout petit peu mieux étudié pour savoir s'il n'y a pas un problème une fois qu'ils sont de retour sur Terre, en fait, s'ils n'ont pas des risques à ce niveau-là, une fois qu'ils sont de retour. Et puis, ils sont classés à haut risque, en partie le syndrome neuro-oculaire, justement, qui peut leur faire vraiment perdre la vision. Si on ajoute à ça les problèmes de cataracte, ce serait quand même bête d'envoyer des astronautes aveugles sur Mars. Ça peut être vraiment gênant. La physiologie vasculaire, qui elle, justement, avec les risques de thrombose, ça, c'est des risques majeurs. La compression du cerveau, ce genre de choses. Le stress inflammatoire, on a vraiment pu voir des PCR très augmentés et donc une espèce d'inflammation généralisée qui est presque encore plus importante après l'atterrissage, mais qui est déjà présente pendant le vol. Et puis, on a observé chez Scott que la dérégulation de l'expression des gènes continuait bien longtemps après son retour. Il avait toujours une machinerie cellulaire de réparation qui était accélérée et donc qui voulait dire que son ADN continuait de se dégrader, en fait, même après le retour. Et le déclin cognitif aussi a été vraiment identifié comme un problème majeur, puisque si nos astronautes se retrouvent sur Mars à devoir régler des problèmes parfois aigus, on peut se dire qu'ils voilà, ils seront peut-être pas complètement en possession de tous leurs moyens au niveau cognitif quand ils auront passé un certain temps, soit en apesanteur, soit à la gravité de Mars. Et en plus, là aussi, les radiations aggravent ce problème, comme on l'a vu. Donc, en résumé, nos braves conquérants de Mars risquent d'être dans un état relativement piteux à l'arrivée. C'est clair que ce sont des risques potentiels. Ils ne sont pas obligés de tout présenter en même temps, mais il y a quand même des risques qu'ils ne soient vraiment pas en forme à l'arrivée. Et je rappelle, il n'y a pas de comité d'accueil, donc ils doivent se débrouiller pour, à peine arriver, ils vont devoir, alors sans doute qu'ils vont être obligés de rester quelques jours dans leur capsule avant d'avoir la force de tenir debout et de pouvoir commencer à travailler. Mais en gros, ils vont devoir construire des habitations efficaces qui puissent les protéger de la radiation et leur donner un cadre de vie, enfin tout le support pour la vie. Et ils vont devoir faire ça dans des combinaisons pressurisées ou en tout cas dans des combinaisons qui n'ont pas l'air d'être extrêmement pratiques pour du travail physique, hein, s'ils doivent faire ça avec ces combinaisons-là. Et en fait, on entend souvent dire que oui, il faut absolument envoyer des hommes sur Mars pour faire des analyses et de l'exploration scientifique de bonne qualité, que
l'homme est supérieur aux robots et que donc sur place, ils peuvent justement prendre des décisions, ils sont plus efficaces dans leurs actions. Ben, ce qu'on vient de voir montre que ce n'est pas forcément complètement le cas. Ils peuvent être franchement diminués quand ils arrivent. Ils doivent travailler avec des combinaisons qui ne sont pas extrêmement pratiques et qui complexifient beaucoup le travail. Et c'est clair qu'avoir le cerveau et les mains au même endroit, au même moment, c'est un atout. Les robots, eux, ben, soit ils ont le cerveau sur Terre avec un décalage, soit ils ont des programmes informatiques qui sont censés pallier à ce décalage et leur permettre de travailler indépendamment de ce décalage. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le cerveau et les mains au même endroit, tandis que l'être humain va l'avoir. Mais personnellement, je remets fortement en doute que les astronautes soient à ce point plus efficaces qu'un robot. Et surtout quand on sait que pour une mission habitée, on peut faire 40 persévérances. Et quand on voit à quel point les 10 missions actuelles qui sont sur Mars sont chaque fois plus efficaces, plus capables de nous apporter des informations essentielles sur cette planète, franchement, je me pose des questions sur la pertinence, au niveau scientifique, bien sûr, de persister avec ce projet d'envoyer l'homme sur Mars. Donc, c'est des coûts énormes pour voilà, envoyer juste une équipe qui ne sera peut-être pas en très bonne forme, alors que voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec 40 persévérances, chaque fois plus subtile, plus performante. Je pense qu'il faut vraiment se poser cette question. Enfin, j'aimerais bien qu'on se pose sérieusement cette question avant de s'engager dans ce genre de choses. Certains milliardaires un peu farfelus et visiblement extrêmement comiques essayent même de nous vendre non seulement l'exploration de Mars par une équipe d'astronautes, mais carrément la colonisation. Et on peut on peut entendre ce genre de discours, on peut avoir accès à ce discours, par exemple, d'Elon Musk au Congrès international d'astronautique en 2016 à Guadalajara, où il a présenté ce tableau où il présente les similarités de la Terre et de Mars, en montrant que oui, finalement, bon, Mars est un peu plus petite, et un peu plus loin et un peu plus froide, mais finalement, elle a une atmosphère, donc on est content. Et puis, ce sera très, très rigolo parce qu'on ne fait que 40% de notre gravité. Les jours sont pareils, la durée du jour est pareille, et puis finalement, les masses émergées sur Terre et sur Mars ne sont pas très différentes, donc où est le problème? Et la seule vraie différence entre Mars et la Terre, c'est que sur la Terre, il y a 7 milliards d'individus, alors que sur Mars, il y en a 0. Alors oui, bien sûr, quand on compare les masses continentales, je suis d'accord, c'est à peu près la même surface, mais c'est justement ce qui reste, c'est la masse océanique qui fait toute la différence, on va dire. Et puis, c'est pas pour rien qu'il y a 0 habitant sur Mars. Elon Musk a juste oublié de préciser que Mars n'est pas habitable et que c'est une bonne raison pour qu'il n'y ait pas d'habitants dessus. Si on s'intéresse justement à l'habitabilité, donc on voit que Mars est un peu en limite supérieure de la zone habitable du Soleil, alors que la Terre est en train gentiment de s'approcher du bord chaud. Enfin, la zone habitable évolue et donc la Terre va être de plus en plus du côté chaud. Et Vénus est franchement au-delà de la zone habitable dans le bord chaud. On s'attend évidemment à ce qu'une zone habitable dépende beaucoup du type d'étoile, mais aussi de son évolution. Et donc, on voit qu'ici, c'est une figure que j'ai extraite de Frank et al. 2000, où on voit l'évolution en fait de la zone habitable en fonction du changement de luminosité du Soleil. Et évidemment, on voit qu'il y aura bien un moment où on va sortir de la zone habitable. Et l'idée, c'est que peut-être que Mars pourrait y entrer et être une planète B. C'est ce qu'on entend.
Ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas juste une question de zone habitable par rapport à l'étoile. Il y a toute la machinerie planétaire qui est extrêmement importante. Sur Terre, le recyclage du CO2 atmosphérique est fondamental et le rôle des volcans est fondamental. Et pour ça, il faut une chaleur interne. L'étoile, elle ne va chauffer, entre guillemets, que les fluides externes de la Terre. Elle ne va jamais chauffer le sol profondément. Donc, elle chauffe l'atmosphère, elle chauffe éventuellement les océans, mais c'est la chaleur interne qui permet une planète vivante, en fait, en quelque sorte. Et on voit que sur Terre, eh bien, on a une masse suffisante pour avoir encore cette chaleur interne très, très présente. Cette chaleur, elle est à 76% due à la radioactivité de l'uranium, du thorium et du potassium, mais elle est aussi due à 14% encore, c'est du résidu de la chaleur d'accrétion. On a 9% qui est la chaleur latente de cristallisation du noyau, et puis un tout petit pouillème qui sont dus aux marées terrestres, qui sont induites par la Lune. Mais cette chaleur interne, même si elle est beaucoup plus faible que l'irradiation qu'on reçoit du Soleil, est extrêmement importante pour l'habitabilité de la Terre, en fait. Et donc, quand on parle d'habitabilité, on ne peut pas juste s'intéresser à la distance à une étoile. Il faut évidemment s'intéresser au type de planète et est-ce que c'est une planète vivante géologiquement ou pas. Quand on reprend le schéma de Frank et al. 2000 et qu'on y rajoute un modèle qui inclut justement la géodynamique et aussi un feedback, un espèce de feedback biologique, on voit que la zone habitable est très différente pour une planète comme la Terre. On voit qu'on aurait pu être plus loin du Soleil et ne pas s'en porter plus mal. Cette équipe identifie même un rayon optimal où on reste dans la zone habitable le plus longtemps possible et qui est un tout petit peu plus éloigné, qui a 1,1 unité astronomique. Parce que, en fait, quand on s'intéresse au feedback géologique, on voit qu'on va sortir de la zone habitable d'ici à peu près 500 millions d'années, donc la moitié plus vite, en fait, que si on ne tient pas compte de cette machinerie. Donc, vraiment, le type de planète est fondamental. Je pense que je ne vous apprends vraiment rien avec ça, mais voilà, c'est juste une petite réflexion au niveau de l'habitabilité. L'habitabilité, c'est évidemment toutes sortes de conditions à réunir. Il faut l'énergie, hein, on a vu, il faut quelque chose qui chauffe et qui donne l'énergie aux êtres vivants. Cette énergie, c'est en partie l'étoile, mais c'est aussi en partie la planète elle-même. Il faut des conditions physiochimiques bien appropriées. On a vu que si on n'a pas de pression, l'eau bout à très basse température, donc on ne peut pas imaginer des cellules proliférer sans une certaine pression au sol et donc une certaine atmosphère. On a besoin d'un solvant parce qu'évidemment, je pense que c'est difficile de définir la vie, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est de la chimie complexe et si on veut une chimie complexe, il faut pouvoir rencontrer des molécules. Les molécules se rencontrent et interagissent les unes avec les autres. Et ça se fait quand même beaucoup plus facilement dans un solvant que dans n'importe quoi d'autre. Et le solvant idéal qu'on identifie, c'est l'eau. Et c'est pour ça que voilà, on tient tellement à l'eau liquide pour l'habitabilité d'une planète. Et puis évidemment, il faut aussi les éléments de la vie eux-mêmes. Il faut que la planète fournisse ce genre d'éléments, évidemment. Alors évidemment, la notion d'habitabilité, elle va dépendre de l'habitant quelque part. Et on pourrait se dire, est-ce que vraiment une chimie du carbone et de l'eau liquide est indispensable pour la vie? On sait par exemple que les organismes primitifs n'utilisaient pas l'oxygène, puisque l'oxygène est venu bien après, avec les algues bleues. Mais avant les algues bleues, c'était un métabolisme qui était basé sur le soufre. Et on connaît des organismes qui actuellement n'utilisent pas le phosphore, mais l'arsenic. Et donc, on peut imaginer comme ça qu'on peut glisser dans le tableau de Mendeleïev et avoir les éléments, enfin, les propriétés identiques des éléments. Et donc, ne pourrait-on pas glisser du carbone au silice et imaginer une vie basée sur le silicium et qui serait peut-être, pourquoi pas, avec un solvant qui ne serait pas de l'eau, mais du méthane.
Alors, le problème, c'est que justement, si on est d'accord pour dire que la vie a besoin d'une chimie très active, hein, et très versatile, sans doute, le silicium n'offre pas ça, puisque le silicium fait des liaisons très, très fermes qui ne lâchent pas prise. Et donc, une fois qu'il s'est lié à quelque chose, il va rester lié très longtemps, alors que le carbone a plus tendance à passer d'une molécule à l'autre et à faire des liaisons diverses et variées, et donc offre justement beaucoup plus de versatilité. La vie sur Terre, c'est basé sur le carbone, alors que le silice est beaucoup plus abondant, donc on peut imaginer qu'effectivement, c'est pour une bonne raison, que c'est bien le carbone qui constitue une bonne base pour la vie. Et donc, je pense qu'on a vraiment des bonnes raisons de continuer de chercher une vie basée sur le carbone. Et par rapport au solvant, est-ce que l'eau est indispensable? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer sur Titan, dans les lacs de méthane, une vie basée sur un solvant qui soit le méthane? Eh bien, l'avantage, c'est que l'eau, elle est quand même liquide à une température intéressante au niveau de l'activité chimique. Le méthane, il est liquide à des très, très basses températures, où on peut imaginer que toutes les réactions chimiques sont extrêmement ralenties. Et donc, de nouveau, ce n'est pas pour rien qu'on suppose que l'eau est importante par rapport à la vie. Ce n'est pas forcément un anthropocentrisme, même si pour le moment, on n'a évidemment aucune preuve de ça, hein, et on peut toujours être surpris. Mais disons, on a des bonnes raisons de penser que l'eau et le carbone sont quand même extrêmement indispensables. Mais de fait, ça dépend. Enfin, la notion d'habitabilité dépend évidemment de l'habitant. Et sur Mars, alors selon nos critères à nous, Mars n'est pas habitable, c'est vraiment un désert. Et ce qu'on ne voit pas sur cette photo, c'est que l'atmosphère sur Mars est pratiquement inexistante. Elle est 0,6% de l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire qu'elle est équivalente à l'atmosphère terrestre à 35 km d'altitude, donc au milieu de la stratosphère. Et ça, c'est un problème majeur. Et en plus, ce qu'on ne voit pas non plus sur cette photo, c'est que le sol est bourré de perchlorate, qui, pour des organismes comme les nôtres, sont tout à fait, c'est un poison tout à fait néfaste qu'on essaye d'éviter d'ingérer. Et donc, il y a toute une réflexion à faire. D'une part, si on veut survivre sur Mars, et notre livre s'appelle « Nous ne vivrons pas sur Mars », mais il n'exclut pas qu'on puisse survivre momentanément en envoyant une équipe qui essaye d'explorer ça pour quelque temps. Eh bien, on est obligé de construire des bulles d'habitabilité, d'une part, qui permettent de rétablir une pression raisonnable et qui offrent justement les conditions nécessaires à notre survie. Et il y a toute une réflexion qui est faite pour savoir comment se prémunir de ce poison au perchlorate, puisque le problème, c'est que Mars a une poussière de régolithe extrêmement fine, qui est du fait de sa plus basse gravité, qui est en suspension en fait dans l'atmosphère en permanence, et qui est extrêmement fine et qui s'infiltre vraisemblablement absolument partout. Donc, les problèmes de poussière sur Mars sont majeurs. Et il faut encore vraiment bien analyser de quoi elle est faite et comment pour pouvoir savoir comment faire face en fait à ce problème-là. Et donc, les échantillons récoltés par Persévérance, quand on arrivera à les faire revenir sur Terre et à les analyser, vont nous donner des renseignements cruciaux. Sans compter que si on veut pouvoir survivre sur Mars quelque temps, il nous faut construire des habitations. Et la question est de savoir, est-ce qu'on peut utiliser les matériaux sur place pour se terrer dans le sol quelque part ou fabriquer des espèces de briques concassées, compressées de régolithe. Mais pour ça, il faut évidemment qu'on étudie un petit peu les caractéristiques physiques du sol et qu'on développe des techniques qui soient adaptées aux solutions, enfin, aux caractéristiques justement géologiques de cette planète. Si Mars n'est pas habitable maintenant, on imagine quand même qu'elle a peut-être pu l'être éventuellement, et c'est un des intérêts à y aller et à essayer de faire des analyses, en tout cas, ne serait-ce qu'avec des robots, si tout se passe bien. Il y a différents scénarios, en fait, entre la formation de Mars et l'heure actuelle, en fait, où soit Mars n'a jamais été habité, soit Mars a pu être habité
pendant un temps, ou peut-être même encore maintenant. Et donc, selon dans quelle configuration on est, soit on voit que Mars n'est pas habitable et n'est pas habité, soit on voit que Mars a des zones qui sont potentiellement habitables, mais qui ne l'ont pas été, mais qui persistent encore maintenant. Soit on voit des zones, que Mars a éventuellement eu des zones habitables, mais plus maintenant. Et puis, la version où Mars a pu être habité, on a la version avec extinction. Donc, soit il y a eu des zones habitables et habitées, mais elles ont disparu actuellement. Soit il y a eu des zones, il y a toujours des zones habitables, mais elles ne sont plus habitées depuis longtemps. Ou la dernière solution, le scénario 4, en fait, qui serait un des plus intéressants, évidemment, c'est est-ce que Mars a pu peut-être garder une vie active en profondeur dans le sol, dans des zones, des régions spéciales, en fait, qui permettraient une survie de la vie martienne. Et donc, ça fait partie des questions qu'on se pose et qui sont primordiales pour l'étude de cette planète. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'on n'arriverait pas à répondre à toutes ces questions sans risquer la vie de gens voilà, avec des robots de plus en plus performants et qui pourraient peut-être nous donner toutes ces informations nécessaires. Avant de conclure, et puisqu'on parle d'habitabilité, un petit mot sur le paradoxe de Fermi. C'est vrai que quand on voit toutes les difficultés qu'on a simplement pour imaginer un voyage vers Mars, à quel point nos corps ne sont pas faits pour ça, à quel point pour nous un voyage même de 6 mois ou une mission de 3 ans dans des conditions différentes de la Terre sont un terrible enjeu pour les corps, pour nos corps biologiques en fait. Eh bien, mon mari s'est dit tout d'un coup, mais finalement, peut-être que Fermi se résout tout seul. C'est juste que voilà, on est des enfants de notre planète. On peut explorer avec des robots, avec nos calculs, avec nos observations, les astres éloignés, mais on ne peut pas y aller, pas beaucoup plus loin que notre banlieue toute proche qu'est la Lune. Et donc, peut-être qu'il y a une très bête solution au paradoxe de Fermi, qui est que voilà, nous sommes des terriens et notre planète est la seule planète sur laquelle on peut vivre. Et peut-être que c'est la même chose, quel que soit le type de forme de vie, ces formes de vie seront parfaitement adaptées à leur planète et peut-être qu'ils rencontrent le même genre de problèmes que nous, ils rencontreraient le même genre de problèmes que nous pour des voyages interplanétaires ou interstellaires. Et donc, voilà, que chaque petite espèce, même si elle se développe au point de pouvoir envisager d'explorer le monde, ne va explorer que le monde vraiment extérieur et lointain que grâce à des robots et des explorations indirectes ou au télescope. Et voilà, donc voilà Mars, voilà la Terre. Personnellement, mon choix est fait. Je pense qu'on a une planète absolument merveilleuse. Et c'est vrai qu'on nous a souvent reproché que dans notre livre, on casse le rêve martien. Et en fait, nous, on essaye surtout de refaire rêver les gens à la Terre et de leur dire à quel point on a une Terre merveilleuse, une planète merveilleuse qui est parfaitement adaptée pour nous, enfin plutôt, où nous sommes parfaitement adaptés pour elle. Et aussi, essayer de donner cette notion que une espèce biologique dépend de toutes les autres. On n'est pas juste des terriens, on est des terriens parmi toutes les espèces biologiques et dans une chaîne biologique qui est inextricable. Et cette impression qu'on peut juste partir de là avec peut-être quelques graines pour planter des batavias et avoir un petit peu de verdure, et puis vivre comme ça hors de notre biosphère, c'est quelque part extrêmement arrogant. Ça ressemble beaucoup au mythe de Superman, en fait, le héros solitaire qui gagne tout seul à la fin et qui n'a besoin de personne pour gagner. Et je pense que c'est tout à fait faux. On a besoin de tout le monde. Et quand on dit tout le monde, c'est vraiment toutes les espèces autour de nous. Et voilà, notre livre essaye un petit peu de faire rêver les gens à la Terre. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Et je suis ravie de prendre des questions, s'il y en a. Eh bien, merci, merci beaucoup, Sylvia, pour ton exposé, qui a suscité alors pas mal de commentaires.
Donc voilà, je vous laisse poser les questions si vous en avez dans le chat. Moi, je vais remonter un peu le fil de la discussion. Et ben voilà, les premières questions ont été posées par Jean-Louis Monin. Alors, je ne sais pas, Jean-Louis, si tu veux prendre la parole ou si… Voilà, vas-y. Oui, voilà, Tu as posé bonjour plusieurs à questions, tous. tu peux faire une synthèse. Alors, c'était un peu au fil de l'eau. Bonjour, Bonjour. merci pour la présentation. C'était très intéressant. Après, j'ai reconnu de nombreuses études, surtout au début, sur l'effet de la microgravité sur le corps humain. Et après, je sais qu'il y a aussi beaucoup de travaux sur les palliatifs envisagés par rapport. Alors, je vais me concentrer sur le voyage parce que, d'une certaine manière, la question c'est est-ce qu'on vivre sur Mars, et c'est pas tout à fait la même chose que aller sur Mars. Et pour y aller en y envoyant des surhommes, des militaires, c'est sûr que ça sera pas le premier venu, ça sera pas moi, même si j'étais encore jeune. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelques palliatifs, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, pour la gravité. Alors, je ne veux pas non plus rentrer dans la technique et je ne veux pas m'étendre indéfiniment. Faire tourner des vaisseaux pour stimuler de la gravité et réduire ces effets de… Je suis d'accord, du voyage de 6 mois qui est totalement délétère. Mais c'est une question, une micro-question parmi un ensemble de problèmes. Donc, je ne veux pas attaquer, entre guillemets, chacun des points que vous avez soulevés. Et c'est vrai que la somme fait peur. Je suis bien d'accord avec ça. Alors effectivement, ce serait une solution qui serait très nécessaire en fait. Et on sait que la force centrifuge peut pallier à la gravité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas bricoler ça n'importe comment. J'ai entendu des projets où on prend les Starships d'Elon Musk, on les attache par le nez, puis on les fait tourner. On ne peut pas bricoler quelque chose comme ça, c'est pas possible. Il y a des corrections de trajectoire à faire. On est obligé vraiment de construire un vaisseau qui tourne et qui est prévu pour tourner. Donc, et actuellement, je pense que c'est un des problèmes majeurs rencontrés pour le voyage, et personne qui développe des vaisseaux ne développe ce genre de choses. Donc, je pense que malheureusement, au niveau de recherche et développement, ça demande des financements qu'on n'a pas. Il faudrait vraiment… alors, Hollywood l'a fait avec brio, on va dire, mais je crois que malheureusement, ça reste dans les studios d'Hollywood et c'est absolument pas… je veux dire, autant la NASA, autant Starship, Blue Origin, personne n'imagine des vaisseaux qui tournent parce que c'est extrêmement complexe et que ça doit vraiment être un budget inimaginable, à mon avis. C'est la seule explication que j'ai pour le fait que personne ne développe ça actuellement. Alors, ils essayent de trouver des systèmes de centrifugeuses à l'intérieur du vaisseau. Les Russes, à Roscosmos, ils ont un projet où ils essayent de faire un espèce de carrousel qui pourrait être mis dans le vaisseau pour ils ont l'air de dire que si les astronautes arrivent à y passer quelques heures par jour ou même par semaine, 3-4 heures par semaine, ça peut déjà limiter un tout petit peu les dégâts. Le problème, c'est que pour qu'il n'y ait pas une force de Coriolis phénoménale, il faut que ce soit grand. Et en fait, on n'a pas la place actuellement dans les vaisseaux actuellement envisagés. Donc, c'est encore en recherche. Peut-être qu'on trouvera un palliatif, je ne sais pas trop comment, parce que le problème de place est un problème essentiel dans les capsules de voyage interplanétaires. Mais effectivement, beaucoup de gens se disent que ce serait la seule solution pour qu'ils n'arrivent pas trop cassés, en fait. Merci. Merci. Alors, je remonte à nouveau dans le fil de discussion. Donc, j'ai plusieurs commentaires ou questions de Christine Viciliadis. Alors, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou si je relais vos questions. Si vous voulez prendre la parole, ouvrez votre micro et votre caméra si vous voulez. Non, alors je vais les retransmettre. Donc, il y avait une question sur… avec seulement une paire de jumeaux, est-ce que ces résultats peuvent vraiment être généralisés? Donc, je pense que cette question elle reflète surtout le fait de est-ce qu'on a maintenant une statistique suffisante sur les effets
voilà, du voyage spatial sur les hommes et les femmes, hein, parce que tu nous as bien montré qu'il y avait des différences. Au passage, peut-être que tu pourrais commenter aussi là-dessus. Je me rappelle que j'avais vu passer des commentaires assez outrés, voire agressifs envers voilà, certains chercheurs qui disaient de manière très schématique, en fait, le voyage spatial, c'est plus pour les hommes que pour les femmes, ce qui est peut-être pas quelque chose qui est un peu dans l'air du temps, des choses qu'on peut dire. Donc peut-être tu peux nous donner ton opinion là-dessus. Et toujours Alors, de la même personne, voilà, casser le rêve de l'exploration spatiale, est-ce que cela peut permettre de réallouer voilà, des ressources privées vers la sauvegarde de notre planète? Est-ce que c'est pas ce qu'on espère? Voilà. Bon. Alors déjà, ben, pour commencer, effectivement, une étude sur une paire de jumeaux, ce n'est pas du tout statistiquement suffisant. C'est une étude qui est complémentaire à toutes les autres études qui sont menées sur tous les astronautes qui passent. En fait, nos astronautes, ce sont vraiment pas juste des voyageurs de l'espace, ce sont des cobayes humains. Ils sont analysés sous toutes les coutures avant, pendant le vol et après le vol de manière assez générale, parce qu'on sait bien que la médecine de l'espace, enfin, l'être humain, c'est vraiment le point faible par rapport au voyage interplanétaire. Donc, les astronautes qui partent sur l'ISS, ils ont toutes sortes de contrôles médicaux avant, pendant, après. Et donc, une étude de jumeaux, ça permet simplement de préciser certaines choses avec un espèce de comparatif vraiment presque exact, où on se dit, ben voilà, s'il était resté sur Terre, il se serait passé ça, puis il a été dans l'espace, puis du coup, il redescend dans cet état. Mais c'est évidemment qu'une seule, je veux dire, il s'est avéré que ces jumeaux ont une fragilité génétique qui s'est aggravée dans l'espace par rapport aux jumeaux restés sur Terre, qui est évidemment pas représentative de l'ensemble des astronautes. C'était un problème oculaire en l'occurrence. Et donc, effectivement, il y a certaines choses qui ne sont pas du tout représentatives. Mais je pense que c'est une étude qui est complémentaire, qui donne un autre éclairage, en fait, à ces études de médecine de l'espace. Au niveau des différences hommes-femmes, effectivement, on a l'impression que Alors, pour certaines choses, les femmes s'en sortent mieux. Typiquement, elles supportent un peu mieux la radiation, vraisemblablement. En tout cas, les femelles souris, hein, on va dire. C'est là qu'on a pu vraiment faire des comparaisons. Et je ne sais pas ce que ça vaut comme comparaison pour l'humain. Je ne peux pas me prononcer. Mais disons, les petites souris femelles ont l'air d'avoir une meilleure flexibilité et une meilleure résistance en fait au stress inflammatoire créé par la radiation et à un petit peu mieux s'en sortir que les mâles. Donc à ce niveau-là, ce serait intéressant d'avoir des astronautes femmes pour ce genre de voyage. En revanche, pour tout ce qui est ostéoporose, problème de thrombose, l'anémie, justement, on a vu que les femmes sont plus sensibles. Ça redevient discutable, surtout qu'une des choses qui semble assez admise, c'est qu'on ne va pas envoyer des jeunes. Il faut envoyer des astronautes un peu en fin de carrière, ne serait-ce que parce que le risque de développer des cancers n'est pas négligeable une fois qu'ils rentreront, et que plus ils sont âgés, moins ils auront... Enfin, c'est un peu cynique, mais c'est vraiment la réflexion qu'il y a derrière. Plus ils sont vieux quand ils vont là-bas, moins ils ont de temps de développer un cancer quand ils reviennent, en fait. Et alors que s'ils sont jeunes, on peut prétériter vraiment leur futur. Donc, si on envoie des personnes relativement en fin de carrière, de nouveau, les femmes, elles ont le risque d'être ménopausées et donc d'avoir déjà les problèmes d'ostéoporose de la ménopause et en plus d'aggraver ça avec la microgravité. Si elles ne sont pas ménopausées, il y a des problèmes éventuellement de contraception hormonale qui aggravent les problèmes de thrombose, qui sont déjà plus importants. Donc, il y a toutes sortes de questions qui se posent. On n'est pas égaux au niveau de la physiologie. Et c'est vrai que, alors, ce n'est pas politiquement correct de dire que voilà, qu'il ne faut peut-être pas envoyer les femmes. Mais c'est une question qu'on doit se poser réellement. Quelle est la physiologie qui sera la plus adaptée à ce genre de voyage? Et je ne me rappelle plus du tout quel était son troisième point. C'est plusieurs commentaires que j'ai eus, justement, le fait de, alors Flore Rambert et à nouveau Christine Vissiliadis, voilà, casser le rêve de l'exploration spatiale
ne va-t-il pas tarir Ah les oui, ressources oui. de financement de la recherche dans ce domaine? Ce à quoi un autre commentaire disait, bon, je reformule un peu, tant mieux, ça nous permettra d'utiliser cet argent pour s'occuper de notre planète. Donc, tu Alors, évoquais ces reproches qu'on t'avait fait en disant c'est pas bien de dire qu'on n'ira pas vivre sur Mars parce que ça casse le rêve. Voilà. alors, en fait, je pense que c'est sûr que, enfin, je pense que l'argent ne va pas être réalloué à garder notre terre habitable. On ne va pas rêver. Je veux dire, ce n'est pas les mêmes genres de budget, ce n'est pas les mêmes genres d'intérêts. Si on ne dépense pas l'argent avec une mission humaine sur Mars, mon espoir, c'est qu'on mette cet argent-là dans les missions robotiques, en fait, qu'on développe au contraire les missions robotiques et qu'au lieu de gaspiller l'argent à essayer de faire des capsules et des habitations, des bulles d'habitabilité sur Mars, que tout cet argent-là, on le mette à améliorer les robots qui sont envoyés, les sondes qui sont envoyées, et avoir justement, obtenir ces renseignements qu'on souhaite avoir sur Mars de cette manière-là, sans tous les risques et sans l'incroyable complexité et donc financement nécessaire pour les humains. Mais je pense que l'argent qui est destiné à l'exploration spatiale restera destiné à l'exploration spatiale. Je ne pense pas que tout d'un coup, on se dise, ah ben tiens, en fait, on a un gros problème avec nos émissions de carbone, on va mettre tout ça dans le développement des énergies renouvelables. Malheureusement, je crois que ça ne se passe pas comme ça. Et je pense aussi que les milliardaires en question, s'ils ont décidé qu'ils veulent un plan B pour l'humanité et puis qu'ils pensent que c'est Mars, je ne pense pas qu'on arrivera à les convaincre que ce n'est pas une bonne idée et puis qu'il faudrait plutôt essayer de soigner le plan A, qui est la Terre. Malheureusement, je pense que ce n'est pas le cas. Mais le fait qu'effectivement, on puisse favoriser des missions robotiques, alors ça, pourquoi pas, oui, si la NASA ne dépense pas tout cet argent en projet de missions habitées, c'est bien possible qu'elle puisse faire beaucoup plus avec des missions robotiques. Alors, merci. Alors, il y a plusieurs Martin Turbet qui sont inscrits. Alors, je ne sais pas quel est le vrai, quels sont les clones. Il y avait une question, donc justement, d'un des Martin Turbet inscrits. Est-ce que pour toi, il serait justement sur l'efficacité du retour scientifique, humain ou robot, est-ce que selon toi, il serait possible dès aujourd'hui de reproduire les prouesses scientifiques lunaires réalisées dans le cadre du programme Apollo avec des robots uniquement? Non, pas encore. On voit à quel point InSight a eu de la peine. Enfin, elle a carrément pas réussi à enfoncer sa petite sonde thermique dans le sol. Je pense que non, on apprend en faisant, en fait, et les conditions sur Mars sont différentes des conditions sur la Lune et sont différentes des conditions sur Terre. Donc, on développe des techniques en fonction de ce qu'on connaît et notre connaissance avance. C'est pour ça que ce n'est pas plus mal qu'on ait 2 ans entre deux configurations favorables entre la Terre et Mars, parce que ça permet d'apprendre de nos erreurs et de peut-être ajuster avant qu'une nouvelle sonde ne parte. Typiquement, Persévérance, elle va avoir une petite vrille pour sonder le sol et non pas cette espèce de percuteur qui n'a jamais marché. Donc, je pense qu'on doit développer des choses dont on ne connaît pas encore les problèmes, en fait, quelque part. Donc, je pense que c'est vraiment... on n'aurait pas... C'est possible que si maintenant, avec les moyens qu'on a, on essayait de récupérer des roches comme on a fait pour les missions Apollo, c'est possible qu'on n'y arrive pas. Mais je ne peux pas imaginer que avec 40 missions robotiques, on n'arrive pas à un moment donné, et bien avant la 40e, en fait. Donc, je pense que ouais, c'est sûr qu'un humain efficace est plus efficace. Un humain en bonne santé et dans toutes ses capacités est plus efficace. Mais voilà, le seront-ils? Rien n'est moins sûr. Et puis, nos sondes progressent, chaque sonde progresse. Donc, je suis confiante à ce niveau-là qu'on obtiendra les réponses qu'on cherche, en fait.
Alors, merci. Alors, je parcours le chat. Il y a une question de Lionel Guez. Salut Lionel. Lionel, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés. Donc, du coup, est-ce que vous considérez-vous que la station spatiale n'est pas un bon investissement? Si, je pense que c'est un excellent investissement. Je suis même favorable au retour sur la Lune parce que je pense que il y a plein de rebondissements de développement technique qui peuvent être intéressants sur Terre, en fait. On est obligé d'apprendre. Enfin, déjà, il y a toutes sortes de. En fait, excusez-moi, je réfléchis en même temps, alors je raconte n'importe quoi. Les astronautes dans l'ISS, ils sont soumis à quelque chose qui ressemble très, très fortement à un vieillissement accéléré, quelque part. Un vieillissement des artères, ostéoporose, tout ça. Et donc, au niveau médical, il y a énormément de choses à apprendre de ça. Parce qu'évidemment, on peut tester ça sur des cobayes humains, j'ai envie de dire, consentants. Et on peut, grâce à ça, essayer de mieux comprendre les mécanismes en fait, qui amènent à ce genre de vieillissement et peut-être trouver des parades. Donc, je pense qu'au niveau médical, il y a énormément à apprendre. Ensuite, c'est un milieu où on est obligé de vivre, si possible, enfin, avec un minimum de dépenses énergétiques, avec un maximum de recyclage. Et je pense que ça, c'est très, très bon pour la Terre d'apprendre comment faire ça. Et donc, je pense que à ce niveau-là aussi, c'est intéressant. Et la NASA, elle a la sagesse de dire on ira sur Mars, mais on va déjà aller simplement sur la Lune, on va déjà retourner sur la Lune. Et je pense qu'en retournant sur la Lune avec une base à long terme, on va encore apprendre beaucoup de choses. Et ça, c'est faisable parce que la Lune, de nouveau, elle est à 4 jours. C'est une distance fixe, on peut y aller quand on veut, on peut en revenir quand il faut, sans problème. Donc, je pense que non, c'est pas du tout inutile ce genre de choses. Il y a des retombées, il y a énormément de retombées en fait pour les petits terriens que nous sommes. Et il y a beaucoup de recherches scientifiques intéressantes qui est faite là-haut, à ma connaissance. Je suis pas forcément la mieux habilitée pour juger de ce genre de choses. Ok, ben, je passe la parole à l'un des Martin Turbet. Alors, c'est toi, Franck? Oui, je ne sais pas si vous me voyez, mais je suis le vrai Martin Turbet. Non, merci Sylvia, c'était vraiment passionnant, plein d'infos très intéressantes. J'étais surpris un peu par deux choses, c'est l'irruption du concept de zone habitable dans ce débat-là, qui est un concept absolument central en climatologie, mais qui, je dirais, Mars, on connaît l'environnement martien, donc on n'a pas besoin de spéculer sur, je dirais, la position de Mars par rapport à la zone habitable. D'ailleurs, Mars se trouve à l'intérieur de la zone habitable du Soleil. On y mettrait une atmosphère de 2 bars de CO2, l'eau liquide pourrait y couler. Mais je veux dire, l'environnement martien, il est ce qu'il est, on le connaît. Donc, je n'ai pas bien compris, en fait, ça c'est ma première question, je n'ai pas bien compris voilà, l'irruption de ce concept-là par rapport au fait d'envoyer des équipages sur Mars. On sait très bien qu'il faudra là-bas y constituer un habitat dans des combinaisons, dans des stations au sol. Personne, je pense, n'a suggéré qu'on allait boire l'eau qui coule sur Mars ou respirer l'air martien. Et en fait, j'avais aussi une remarque sur la conclusion, sur le paradoxe de Fermi. On a actuellement 5 sondes qui quittent le système solaire et qui seront plus proches d'autres étoiles que du Soleil dans quelques dizaines de milliers d'années. Donc, je ne vois pas directement le lien entre l'aspect habité de l'exploration du cosmos et le paradoxe de Fermi. Voilà, c'était mes deux remarques. Et merci aux autres Martin Turbet de remettre leur vrai nom, s'il vous plaît. Alors, donc, déjà par rapport à pourquoi la notion d'habitabilité, en fait, je l'ai amenée là parce que quand on entend un peu les projets de colonisation martienne, on se rend compte que les gens qui ont
parlent n'ont pas l'air justement d'être au clair sur cette notion d'habitabilité. Alors, c'est sûr que les gens qui m'écoutent aujourd'hui, je suis sûre que vous êtes bien plus calés que moi sur la notion d'habitabilité. Mais dans notre livre, on a essayé d'insister quand même là-dessus parce qu'on voit que beaucoup de gens se disent, oui, ben, on peut terraformer, on peut... Il n'y a pas de souci, quoi. Et donc, quand on entend les projets de la Mars Society, par exemple, eux, ils envisagent des villes d'1 million d'habitants. Alors, bien sûr, pas avec de l'eau liquide coulant à la surface de Mars, mais dans des espèces de verrières incroyables, super design. Et donc, oui, ils oublient juste ce petit problème, c'est que ces verrières, elles doivent supporter une pression interne extrêmement élevée dans un milieu qui est pas du tout propice. Et voilà, c'est un peu à cause de ça en fait qu'on a abordé cette notion d'habitabilité. C'est juste pour rappeler que on ne peut pas faire n'importe quoi sur une planète qui n'est pas habitable, en fait. Et oui, on peut construire des bulles d'habitabilité, mais évidemment, plus cette bulle doit être grande, plus ça coûte extrêmement cher et plus c'est extrêmement complexe. Et plus on met de gens et plus on les met longtemps, plus il faut que ce soit grand. Donc, c'était juste par rapport à ces délires de colonisation qu'on est venu sur ce sujet-là. Et bon, c'était sans doute la raison pour laquelle je me suis permis d'aborder cette question. Et par rapport au paradoxe de Fermi, ce n'est pas juste envoyer des sondes inhabitées. Pour Fermi, c'est vraiment une colonisation par les êtres vivants. La question de Fermi, c'est pourquoi les extraterrestres ne sont-ils pas déjà là, en fait, à ma connaissance. Non, vous n'avez pas l'air d'accord. Je ne vois pas la différence. Si on tombait sur une sonde extraterrestre dans le système solaire, je pense que ça viendrait directement dans la discussion du paradoxe de Fermi. Je ne vois pas en quoi le fait que ce soit des êtres biologiques changerait notre questionnement par rapport à la dispersion d'entités intelligentes dans le cosmos. Oui, d'accord. Alors, effectivement, si on estime qu'une sonde, si on estime qu'une sonde est une espèce d'extension de nous-mêmes, alors clairement, oui, la question se pose différemment. Ça, je suis d'accord avec. Oui. Je me demande s'il n'y a pas aussi, dans l'idée du paradoxe de Fermi, cette notion de colonisation aussi progressive de la galaxie qui est peut-être liée à ce que tu as dit. Peut-être une dernière question, parce qu'il est presque 6h15 déjà. Donc, Marc Tessera, et je trouve que c'est une bonne question pour conclure. Donc, pourquoi est-ce que les responsables de la NASA, bon, alors on dit toujours la NASA, mais bon, il y a toutes les agences spatiales, poussent-ils à ce point cette folie de vol humain vers Mars? Voilà, en gros, pourquoi est-ce que on parle quand même toujours de vol et je pense qu'il y a quand même un enjeu même politique, plus que scientifique, à être la première nation qui plantera son drapeau dans le sol martien. Donc, pour moi, pour la NASA, c'est vraiment de la com. C'est-à-dire qu'on vend tout le reste grâce au rêve de Mars. Je pense qu'au niveau du Sénat américain, vous faites mieux rêver les sénateurs en leur disant que vous voulez envoyer des gens sur Mars qu'en leur disant que vous avez envie d'explorer Mars avec des sondes robotiques qui vont vous permettre de répondre à certaines questions fondamentales que l'être humain se pose, à savoir est-ce que la vie a pu démarrer dessus ou... Malheureusement, voilà, beaucoup de gens rêvent de conquête c'est la nouvelle frontière et je ne sais pas quoi. Donc, je pense que c'est extrêmement communication. Je suis pas sûre jusqu'à quel point ils soient dupes de leur discours. Je pense qu'ils le sont pas. J'espère qu'ils le sont pas. Je pense que en passant par là, on développe toutes sortes de choses intéressantes, en fait, justement au niveau technologique, au niveau de ce qu'on comprend de la physiologie humaine. Et donc, finalement, pourquoi pas, je veux dire, garder ce discours, mais à mon avis, c'est vraiment un discours de com. Et qui rencontre des intérêts politiques d'affirmer une puissance spatiale et donc une hégémonie. Donc oui, il y a des aspects politiques très forts. Ok.
Ben merci beaucoup Sylvia. Je pense on peut conclure à nouveau en te remerciant pour ton exposé. Merci à tout le monde de vous être connectés et d'avoir suivi ce webinaire. Donc, je pense que ça sera le dernier webinaire de la SFE de la saison et de cette année. On prévoit d'en réorganiser, je pense, à la rentrée sur une thématique différente. Donc, si l'actualité de la SFE, l'exobiologie, vous intéresse, ben, vous pouvez aller sur le site de la Société française d'exobiologie. Vous pouvez devenir membre aussi. Alors, si vous êtes chercheur en tant que scientifique, si vous êtes juste intéressé, curieux et passionné en tant que membre associé. Ça ne vous donnera pas plus de droits que les autres, parce que notre philo, c'est que voilà, les productions de la société soient ouvertes à tout le monde. Donc, ces webinaires, on peut y assister même si on n'est pas membre de la SFE, mais être membre de la SFE et les cotisations de la SFE, ça nous aide à les organiser et puis aussi à organiser nos conférences. Et on organise une grande conférence nationale d'exobiologie qui aura lieu à Marseille au mois d'octobre. Donc, j'en profite, on a déjà commencé à faire de la pub, mais je profite de ce webinaire pour vous en parler. Vous trouverez toutes les informations et les liens pour vous inscrire sur le site de la SFE. Et on espère que ça sera l'un des premiers colloques à être réorganisé en présentiel. On reste optimiste, mais on se dit voilà, qu'au mois d'octobre, on peut espérer pouvoir se retrouver ensemble à Marseille. Voilà, le lien pour les inscriptions, merci Vassilissa, est dans le chat. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et d'ici quelques jours, je mettrai avec l'accord de Sylvia le film sur la chaîne YouTube de la SFE. Voilà, merci à tout le monde. Merci Sylvia à nouveau. Merci à vous tous. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.